Mes livres mettent-ils la planète en danger? C'est écrit là. C'est une petite plaquette. C'est une plaquette qui a été proposée tout ce week-end, tirée à 1000 exemplaires, c'est marqué dessus, au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Je ne suis pas du tout associé ni à la charte des auteurs, ni à l'équipe qui l'a rédigée. Et à mesure que j'ai avancé dans ce petit PDF, je vous mets le lien ci-dessous, c'est à télécharger sur votre ordinateur pour le lire tranquille sur le site de la charte des auteurs. J'ai trouvé ça tellement remarquable, y compris par rapport à toutes les bêtises qu'on entend là-dessus, et même s'il y a des trucs où moi je ne les suivrai pas, je me suis dit, il faut qu'on le partage. Peut-être vous l'avez déjà lu, dans ce cas-là, c'est bon, mais on va se reprendre ça en détail. Alors la charte des auteurs, moi je ne suis pas auteur, illustrateur jeunesse, j'ai commis 2 livres, Dans la ville invisible et Autoroute, dans le temps où on avait une super belle collection comme ça de romans pour ados qui cherchaient justement à accueillir d'autres auteurs. C'est une super belle expérience, mais ça s'est jamais institué, ça n'a jamais été mon espace de nécessité. La charte des auteurs, ils ont obtenu quelque chose de fondamental, c'est que quand un auteur intervient pour un atelier dans le milieu scolaire ou une table ronde dans un salon du livre, il soit rémunéré. Maintenant, ça a même été acté par le CNL, Centre national, autrefois des lettres, maintenant du livre, ce qui fait qu'on a une espèce de salaire de base minimum avec la rançon. Des fois, vous recevez des invitations là, pour tel ou tel truc. Bien sûr, c'est rémunéré selon le tarif de la charte. Je ne suis pas de la charte, et puis selon l'intervention, ce qu'on y amène, ce qu'on y fait, excusez-moi, mais c'est pas forcément le tarif plancher. Mais bon, tout ça, ça fait partie des acteurs positifs. Alors, ce guide initié par la charte, vous voyez, maintenant on dit juste la charte, on ne dit plus auteur, illustrateur, jeunesse, est issu d'un travail collectif réunissant des auteurs, autrices, chartistes, Gaël Aymon, Myriam Daman, Myriam Gallo, Damien Laverdin, Claire Lecoeuvre et Hélène Radjak de l'Union nationale des peintres illustrateurs. Donc 6 autrices, auteurs, merci à eux, chapeau pour le boulot. La charte remercie l'Association pour l'écologie du livre, Décarbonons la culture. Donc vous voyez, il y a vraiment eu un travail. Et les illustrations, ce que vous allez voir là, à mesure que je vous ferai des partages écran, sont de Claire Schwartz. Tout ça étant dit, pour moi, donc imprimé sur papier recyclé, Cyclus Offset, parce qu'on va en parler, en 1000 exemplaires. Tout ça étant dit, moi je voulais simplement qu'on le lise ensemble, tranquillement, du petit commentaire ou pas, mais en tout cas, ça me paraît un document suffisamment important pour que chacun garde ça dans un petit coin de son ordi. C'est le biais que je vais prendre, tout simplement, d'ailleurs. Qu'est-ce que ce travail là, des 6 auteurs, autrices de la charte m'a appris à moi? Chapeau pour la démarche. Nous sommes nombreuses, nombreux AUX.médian SES, à souhaiter faire des livres en polluant le moins possible, en questionnant la manière dont nous fabriquons ces vecteurs d'imaginaire. Quand on se penche sur la question, il faut enquêter pour comprendre les tenants, les aboutissants. Les données sont quasiment inexistantes. Ben ouais, merci, moi c'est ça que j'ai appris avec elle et eux. Les professionnels souvent loin de nous, artistes, auteurs, auteurices. Alors là, c'est pareil, l'usage de l'inclusif, bon, c'est une autre question, mais moi, c'est ça le truc, c'est comment tu apprends à dégenrer ce que tu dis sans pour autant éclater, là, mais c'est secondaire. Alors, on a mis les mains dans l'encre et les micros devant les imprimeries. J'aurais bien aimé les voir, pour vous concocter ce guide. Le but, y voir plus clair, comprendre les enjeux, on y va. Introduction, il suffit de constater le volume de nouveautés publiées chaque année, arpenter les librairies. Nos livres, pour se questionner, nos livres détruiraient-ils la planète? Spoiler, pas tout à fait. Alors, on y va.
on a 12 points. 1. L'Amazonie dépérit-elle à cause de mon dernier roman? 2. La fabrication de mon livre pollue-t-elle? 3. Mon livre serait-il moins beau avec du papier recyclé? 4. Après sa mort, mon livre va-t-il au paradis? 5. Mon dernier pop-up à puce sonore avec finition spéciale met-il la planète en danger? 6. Le Made in China, c'est obligatoire. 7. Les livres numériques sont-ils plus écolos? 8. Vous voyez comment je peux être directement concerné, moi aussi, pour tout ça. 8. L'auto-édition est-elle la solution? 9. Toutes les maisons d'édition sont-elles écolo-compatibles? 10. Dois-je accepter l'invitation d'un salon à l'autre bout de la planète? 11. Combien de livres dois-je publier par an pour ne pas participer à la surproduction? Il y a toujours un petit second degré, un petit sourire. Mais alors, que puis-je faire concrètement en tant qu'auteur? Auteurice, il y a même un matériel de survie pour pousser son éditeur.ris à améliorer ses pratiques. On y va. Donc, je rappelle, illustration Claire Schwartz. L'Amazonie dépérit-elle à cause de mon dernier roman? Élevage, culture d'huile de palme au bois de chauffe, une chose est sûre, il y a pire pour la forêt que de faire des livres. Mais ça ne veut pas dire que l'édition ne doit pas faire d'efforts pour se transformer. Je résume, et puis je vous l'ai dit, moi c'est vraiment juste pour mettre mes petits commentaires téléchargés et lisés. Petit retour historique, la pâte à papier, matière première pour la fabrication, oui, c'est tout didactique impeccable, obtenu par processus chimique ou mécanique à partir de copeaux de bois ou de papier recyclés. Petit retour historique, traditionnellement, le papier des livres était fabriqué à partir de bois de trituration issus de feuillus et de résineux. Ce bois pouvait provenir des coupes d'éclaircies faites dans la forêt ou des déchets de scierie. Vous voyez comme ça fait du bien de reprendre tous ces trucs-là. C'est pas des chaînes qu'on abat. Mais la quantité de fibres produites n'est plus suffisante pour répondre à la demande croissante de papier qui a plus que doublé en 30 ans. C'est toutes ces petites choses qui vont nous refaire un peu le paysage intérieur. Conséquence, des forêts primaires sont détruites au Brésil, en Chine, en Indonésie, soit directement pour les remplacer par d'autres arbres, soit indirectement quand des paysans sont expropriés et déforestent pour cultiver de nouvelles terres. Des plantations industrielles prolifèrent alors celles d'eucalyptus, essence à croissance rapide, fournissant un papier de qualité pour l'édition. Ils y reviendront après. Alors que la France était historiquement un grand producteur de papier, ce sont aujourd'hui des entreprises étrangères, l'ECTA, LECTA, et International Paper, qui produisent du papier en France. En 2021, la pâte à papier en France était importée pour 54, je ne lirai pas tout comme ça, mais ces deux trucs là du début là sur la pâte à papier, c'est formidable. C'est ça que je voulais partager. Et pour 40% d'Amérique latine, justement, d'où elle peut être issue, des plantations industrielles d'eucalyptus. La majorité des maisons d'édition choisissent des papiers labellisés, mais pas facile de s'y retrouver dans tous ces labels qui n'offrent pas toujours un gage de qualité. Plusieurs ONG, etc. et Investigation Deforestation Inc. ont ainsi alerté sur le fait que ces certifications sont parfois attribuées sans vérification du mode de gestion forestière, etc. simplifié. Par contre, là, regardez la petite note. Des conservateurs des bibliothèques constatent également une baisse de qualité des fibres de papier de plus en plus courtes avec des adjuvants plus nombreux et appellent à la réintroduction dans la fabrication de matériaux produisant des fibres longues, chanvre, lin, coton, cultivables localement avec un faible impact environnemental. Ça, c'est important parce qu'ils y reviennent sur la question du papier recyclé. C'est à chaque fois qu'on recycle, c'est broyé, c'est nettoyé et blanchi avec des acides, on refait une mélasse avec des liants et par exemple un peu de réglisse pour refaire une couleur qui ne soit pas le blanc cru. Personne ne lit jamais un livre sur du blanc cru et eh bien, on le repasse dans des rouleaux et ensuite c'est... Mais à chaque broyage, évidemment,
les fibres raccourcissent, et ça fait que quand ça se déchire, vous sentez bien que c'est plus exactement la même chose. Ça pose évidemment, ça aussi ils vont y revenir, la question de la conservation. Qu'est-ce qu'on archive? On archive le livre là tel qu'il vient d'être publié, ou bien on crée maintenant des silos numériques. Donc toutes ces questions, elles valent aussi pour le dépôt légal, pour l'archivage, etc. J'insiste, hein, c'est vraiment une incitation à télécharger et lire. Hein, Alors, la fabrication de mon livre pollue-t-elle? Et là aussi, je voulais reprendre bien en précis. L'industrie papetière reste la première consommatrice d'eau devant le secteur minier. Jamais pensé ça. Avec 46 milliards de mètres cubes estimés chaque année, soit les 3/4 du lac Léman. Tu nous vois, nous, avec nos grandes bassines là, dans les Deux-Sèvres. Et la 4e consommatrice d'énergie, l'énergie représentant entre 15 à 20% des dépenses totales liées à la fabrication du papier. Les encres, les colles, pâte à papier, reliure, façonnage ou le pelliculage sont eux aussi potentiellement polluants. Il y a aussi les questions liées à la pollution des sols, intrants chimiques, des plantations industrielles, de l'air, émissions de poussière, métaux lourds, hydrogène sulfuré, et de l'eau, rejet de chlore, le blanchissage, ainsi qu'aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, pareil, je simplifie, je vais vite, sur les gaz à effet de serre, ils développent. Les livres voyagent beaucoup. Les distributeurs font payer tous les allers-retours des livres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les grandes maisons d'édition se sont dotées de filiales pour la distribution. Vous voyez en ce moment Editis et Interforum. Les entreprises de transport et distributeurs amortissent d'autant mieux leurs coûts qu'ils transportent de grandes quantités de marchandises. Et comment tout ça, ça oblige à gamberger. Ces circuits ont besoin d'être alimentés toute l'année. Ces entreprises sont rémunérées sur les mouvements, office, retour, réassort. Et en France, vous savez que le retour, donc, c'est un parasitage qui est le plus entretenu par la totalité de l'écosystème des livres, et le plus, évidemment, gaspilleur. Suite, j'adore la mise en page, elle est super. Reliure, encre, pelliculage, et or l'encre... Bon, je ne sais pas s'ils en parlent suffisamment. Au lieu de produire, de stocker et détruire des livres en surnombre, alors là, l'impression à la demande comme solution. Par exemple, tout le groupe Hachette, encore que là maintenant, puisqu'il a été revendu à Bolloré, j'espère, je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc c'est tous les livres qui sont vendus à moins de 3000 exemplaires par an, chez les Grasset et autres, on les passe en impression à la demande, c'est-à-dire que c'est le libraire qui lui-même déclenche ou le consommateur directement. Si vous achetez un livre, eh bien, il est fabriqué uniquement là en fonction de la demande. C'est des imprimantes qui vont extrêmement rapidement. À chaque fin de livre, il y a un petit code barre et puis l'imprimante continue de travailler, mais elle a changé de livre alors qu'autrefois, eh bien, il fallait 3 heures, ça réduit petit à petit à 40 minutes et on tirait des paquets de, par exemple, 3000 livres, même pour les Goncourt, on travaillait comme ça à flux beaucoup plus tendu. On change de bouquin, 40 minutes, on en tire 3000, ça dure 3 heures, et on change, hop là, on reset des commandes, et on repart. Donc l'impression à la demande, c'est pas simplement l'auto-édition, ils vont beaucoup en discuter, parce que sur ce même principe, eh bien, ça peut s'ouvrir directement à l'auteur lui-même. Et ça... c'est pour ça que cette petite plaquette, j'ai trouvé qu'elle était... C'est pas simplement ce qu'ils disent, c'est que la façon d'aborder et de structurer les questions, en elle-même, devient un mode de discours pour lequel nous, on doit effectuer un saut mental. L'édition à la demande, l'impression à la demande, est donc un moyen de limiter le gaspillage, elle présente cependant l'inconvénient de ne pas permettre de couverture cartonnée. C'est faux. Maintenant, la plupart l'autorisent chez BOD ou KDP, ni de format personnalisé. C'est plus ou moins faux aussi, corrélé, par exemple, un imprimeur traditionnel passé à l'impression à la demande, prend n'importe quel format, c'est eux qui adaptent ensuite
le truc. Et puis sur KDP, Amazon, vous avez déjà au moins 12 formats à choisir. Donc ce qui leur rend peu adapté à l'album, ah ben ça je comprends. C'est-à-dire pour eux, littérature jeunesse, c'est plus compliqué. On ne peut pas, par exemple, l'impression à la demande, imprimer en mode paysage. De plus, les papiers les moins polluants ne sont pas toujours accessibles pour l'impression à la demande. On a le choix, par exemple, entre blanc, crème, bouffon. Débrouillez-vous avec ça. Cela n'a de sens que si l'impression est faite localement. Ça, par exemple, c'est le cas. Alors, Hachette, c'est avenue Gutenberg à Maurepas, dans la région parisienne. Si on s'est transféré l'usine plus près de Dreux, pour quelque chose de plus grand. Un tiers des bouquins français qui passent par ces entrepôts. Mais Amazon, par exemple, longtemps, et KDP, alors tu voyais, c'est les premières imprimeries, ils avaient mis en Pologne. Ensuite, il y en a eu en Italie, à Londres, mais avec le Brexit, tu vois moins souvent maintenant des bouquins imprimés en UK. Et puis là, par exemple, maintenant, il y a une usine implantée à Saran, juste au-dessus d'Orléans. Du coup, à chaque fois, évidemment, c'est pas ça, tu avais des camions qui venaient de Varsovie à Paris tous les jours. C'est prendre conscience de cette logistique. Et si on prend conscience, on est plus fort pour savoir ce qu'on veut faire avec. Et Amazon, là, ils brûlent les délais. Pourquoi? Parce que si maintenant on fabrique à Orléans, vous l'avez le lendemain. Elle peut aussi être le livre unique ne nécessite pas un transport en camion, donc modulé selon les lieux de ces industries. Elle peut aussi être un piège pour les auteurs-auteuristes car elle permet à l'éditeur d'arguer d'une exploitation suivie, bloquant toute possibilité de récupération de leurs droits sur une œuvre. Ça, pour moi, c'est vachement important. J'en parle très souvent. Tu as des bouquins, tu reçois les droits une fois par an. Tiens, justement, je parlais de Grasset, avec lequel j'avais fait cet abécédaire. Qu'est-ce que j'aurais envie de retravailler cet abécédaire? Il s'en vend quoi? 5-6 par an? Évidemment, mais eux, ils gardent un tout petit stock, et ce petit stock sert à fournir aux commandes, alors que sinon, si c'était indisponible, eh bien à ce moment-là, simple échange de courrier, même pas de recommandé, et puis il y a restitution des droits, et moi je peux l'exploiter tout seul, et c'est ce que je cherche à faire de plus en plus depuis quelques années. Inversement, si le livre, même s'il n'y a plus d'exemplaires physiques dans leur stock, à ce moment-là, il est justement stocké uniquement sur le serveur, et n'importe quelle commande de libraire, elle est honorée, alors même que l'éditeur ne défend plus le livre, mais il reste simplement dispo électroniquement. Et ça, c'est une question pour nous qui est totalement vitale dans les discussions sur les droits. Est-ce que, par exemple, à moins de 50 exemplaires, tu considères que l'éditeur ne fait pas son boulot et que si moi je prétends le faire, je peux récupérer les droits? Ou bien, comment imposer de plus en plus que à la signature du contrat, ça vaille pour 10 ans et pas plus. Mais là, ça déborde la question là, strictement écologique. Alors, l'impression à la demande constitue donc bien un frein à l'achat par rapport aux ouvrages en stock chez le distributeur. Ouais, mais ça, c'est face à... Alors ça, c'est aussi intéressant. Notons qu'après la crise du Covid, le marché du papier est devenu très tendu, car l'usage du carton a été démultiplié par les achats sur Internet et l'arrêt des emballages plastiques. Alors, et même l'industrie de l'emballage carton, là, quand on reçoit, c'est du carton de plus en plus léger, les emballages sont de plus en plus frustes, mais en même temps, ils ont évolué. Paradoxalement, il y a beaucoup moins de dégâts par rapport à ce que je recevais là, justement, avant le Covid, c'est-à-dire... oui, ça a évolué, mais là, moi, dans mon petit coin de rue, je vois bien, là, ça, c'est Thomann avec UPS, ça, c'est Amazon qui distribue par un nommé Tendron à Saint-Pierre-des-Corps, ça, celui-ci, je sais pas. Mais le balai des camions est incessant. Et inversement, ce dont j'ai besoin, est-ce que je vais le chercher en ville? Je sais que non, parce que je ne le trouverai pas en ville. Là, attention, je ne parle pas que... vous voyez ces petits machins là, les petits coussinets là, ça suce. Hier j'en ai commandé. Tu as besoin d'un filtre pour ton aspirateur. Tchong tchong tchong, tu vas en 3 clics, tu as réglé ça. Ça c'est une question, mais qui a une répercussion énorme justement sur ce que fabriquent les usines à papier. Et donc, comment elles travaillent
un flux maintenant dominant pour l'emballage carton, y compris avec la suppression des plastocs, et l'industrie du papier à lire, elle est... Alors, avançons. Sans passer à l'impression à la demande, un meilleur suivi des livres, de leur mouvement et de leur stock permettrait d'éviter un certain nombre de tirages inutiles. C'est faisable grâce à l'identifiant, ISBN, le petit code barre qu'il y a même sur les livres maintenant. C'est pas là une question de livre d'impression à la demande. Là, pareil, je vais m'arrêter un peu. On ira plus vite sur les suivants. Et à vous de vous débrouiller avec la plaquette. Si le papier blanchi est particulièrement polluant, le blanchiment, je parle autrefois ce qui est fait à l'acide, en tout cas avec du chlore, le blanchiment reste l'étape la plus polluante de la fabrication de papier. Beaucoup de maisons d'édition sont encore réticentes à utiliser un papier d'aspect légèrement grisé ou crème. Aujourd'hui, en France, seuls 2% des livres sont imprimés en papier recyclé. 2%. Contre 24% aux États-Unis. Hein, tu te dis, un petit truc là. Autant dire qu'on a une certaine marge de progression, mais nous n'avons pas en France assez de papetiers pour recycler l'intégralité des papiers graphiques. Vous voyez, comme là, en quelques lignes, il vous faut un tableau. Les avantages du papier recyclé sont pourtant nombreux. Sa qualité s'est énormément améliorée. Dans certains cas, son apparence est très proche de celle de papier issu de fibres vierges. D'autre part, s'il n'est pas blanchi, son empreinte écologique est plus faible que la fabrication de papier neuf, à la fois parce qu'il préserve les forêts, qu'il nécessite moins d'eau et d'énergie pour l'extraction et la transformation de la matière première. C'est didactique. Mais ça fait du bien, et enfin parce que sa fabrication génère beaucoup moins de déchets. Là encore, il faut tout de même vérifier l'origine. Un papier recyclé, écoutez ça, produit en Indonésie, n'a guère d'intérêt au vu du transport nécessaire. Et là, on est dans toutes ces logiques là, de capitalistique. En 2013, seuls 10% du papier imprimé a pu être recyclé. Le reste étant essentiellement capté par l'industrie du papier sanitaire. Avec quoi te torches-tu, mon ami, qui lit Gargantua de Rabelais? Je me torche avec les livres pilonnés. Et voilà à quoi on contribue. Nous, on contribue. Le revers de la médaille, le papier ne peut se recycler qu'en moyenne 5 fois. Ben dis donc, c'est déjà pas mal. Car c'est de ces fibres que dépendent la qualité et la durée de sa conservation, d'où le papier hygiénique. Or, à chaque recyclage, les fibres se brisent un peu plus et finissent par être trop dégradées pour former une pâte à papier exploitable. Retour à la petite note des conservateurs de bibliothèque. Autre point problématique, la filière du papier recyclé passe par de grands groupes de recycleurs, Paprec, Veolia, GDE, qui détiennent le quasi-monopole du marché et entretiennent de fait la politique de surproduction. Et à un moment donné, là, tu vois, tu es au bout de la troisième petite rubrique, tu dis, attends les copains de la charte, là, attends, moi je me pose un moment, je vais me prendre un café, parce que là, tu vois, tu m'en donnes trop sur la patate. Après sa mort, mon livre va-t-il au paradis 04. On rêverait tous que nos livres soient éternels. Ce n'est pas le cas. On se console en disant qu'ils sont recyclés pour donner vie à de nouveaux livres dans un cycle vertueux infini. La réalité est moins rose. L'épreuve du pilon, alors on va essayer de glisser un peu plus. Selon le SNE, 14,5%. Ça fait 1 sur 7. Oui, ça fait 1 sur 7. Des livres imprimés finiraient au pilon, soit 170 000 par jour. Tu dis mieux? Rien qu'en France. Mais le WWF, je sais pas ce que c'est, estime ce chiffre à 25%. Le Shift Project, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais il y a toutes les petites notes. Là. Tout est fourni là dans les annexes, donc téléchargé. Le Shift Project souligne, lui, que 12% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie du livre seraient liées au pilon. Mon dernier pop-up à puce sonore avec finition spéciale met-il la planète en danger? Vous savez, tous ces livres-là de littérature jeunesse qui sont t'en offre aussi.
jusqu'où innover, etc. Des encres spécifiques, le noir très noir, le fluo, l'argenté, des techniques de finition comme le pelliculage, encore certaines colles peuvent être source de perturbations pour le recyclage du papier. Je vous laisse aller dans les détails. Le Made in China, c'est obligatoire. Et ça aussi, le fait que ce soit là, on est au 6, selon les types de livres. En moyenne, 30 à 40% des livres français sont imprimés à l'étranger. Et y compris, par exemple, lorsque sont arrivées ces énormes imprimantes là, qui vont très très vite et qui fonctionnent, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément encore l'impression à la demande, où c'est continu, et puis c'est juste le code barre qui dit tiens, tu es passé de ce livre à tel autre, mais ce système traditionnel de haute qualité, c'est des encres, ça veut dire que le papier inclut, ça ils n'abordent pas ça, inclut un léger pelliculage de chaud, c'est-à-dire à 4% de chaud pour ne pas absorber l'encre, mais qu'elle reste en surface. Ça permet d'aller plus vite. Et donc l'encre, il faut qu'elle soit plus fluide, donc tu mets dedans un genre de sous-pétrole dérivé pour qu'elle reste, d'éthanol ou de machin comme ça, pour qu'elle soit plus fluide, et qu'elle s'évapore très très vite. À mesure que la micro-gouttelette arrive, le fait qu'elle soit fluide, il n'y a pas besoin de la sécher. Mais par contre, tu vas mettre un vernis pour la fixer. Et donc encore un sous-produit pétrolier pour fixer tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, où tu gagnes, tu gagnes sur justement ce temps. C'est-à-dire mettre 40 minutes pour passer d'un livre à l'autre, et puis tirer 3 heures avec 3000 ou 4000 pour le flux tendu. Et donc ils ont changé leurs imprimantes tous les 4 ans, tous les 5 ans. Où elles sont parties? Ces imprimantes formidables, elles sont parties en Roumanie, elles sont parties en Pologne, etc. Ça veut dire que le marché, là, et pourtant ces grands imprimeurs français, je ne donne pas les noms, mais allez, regardez sur vos bouquins. Non, je ne donne pas les noms. Mais eux-mêmes, en revendant leurs machines d'occasion pour en acheter des neuves, ont permis le développement technique de pays où la main-d'œuvre est moins chère. Alors, ce n'est pas des questions de protectionnisme, mais se fabriquer à l'étranger, alors pendant longtemps c'était l'apanage de la Chine, par exemple pour les livres d'art, y compris Corée aussi s'est placé là-dessus, y compris Taïwan s'est placé là-dessus, et autrefois les livres d'art tu les imprimais par exemple en Italie. À Tours on a toute une constellation, moi je me souviens, je vois de bâtiments aujourd'hui abandonnés qui étaient des imprimeries techniques de haut niveau. Alors qu'est-ce qu'ils disent eux ? Si les livres en noir et 2 couleurs, romans, essais, sont imprimés principalement dans un rayon de 1500 km autour de Paris, 1500 km autour de Paris, pour des impératifs de réactivité, déjà tu vas loin, Roumanie par exemple, ou Pologne. Le livre illustré couleur est imprimé dans le monde entier avec part prépondérante de l'Italie. Tiens, ils y arrivent encore, Milan. Et Milan, quelle capitale de l'impression d'art. De l'Italie et de l'Espagne. Les livres joués petite enfance, ça c'est pas trop mon truc, je laisse passer. Sur 413 millions d'exemplaires de romans et essais produits par les éditeurs françaises étudiés, seuls 10% sont imprimés en France, sur du papier français, et à partir de pâte à papier produite en France. Vous voyez, pas de commentaires, juste état des lieux. Et pour cet état des lieux, on leur est reconnaissant. Comment voyagent les livres ? Alors là, d'après le rapport Décarbonons la culture de ce Shift Project, dont ils mettent les références en source, le choix de l'avion plutôt que du bateau multiplierait les émissions par 10. La relocalisation, entre guillemets, de l'impression de la Chine vers l'Europe de l'Est, si elle a des bénéfices sociaux évidents, notamment au niveau des conditions de travail, pourrait augmenter les émissions de transport si on remplace le bateau par des déplacements en camion. C'est-à-dire, ça vient de plus loin, mais en bateau. Tu remplaces par plus près, mais en camion. Et tout d'un coup, le bilan est plus le même. C'est toutes ces petites choses là que tiens. Et le grand tableau devient beaucoup plus complexe avec des petites lampes partout. Bon, les livres numériques sont-ils plus écolos ? C'est là où je voulais arriver. Attention, mythe. Depuis quelques années, l'impact environnemental du numérique est mieux connu. Derrière son apparente virtualité se cachent en réalité des méga data centers. Dès que tu fais là sur Bing créateur d'images et puis tu joues ton petit truc, oh qu'est-ce que je vais sortir ?
Oui, c'est des transferts de données, c'est des calculs, ça a un coût. Une recherche sur Google, c'est un coup de frein d'une voiture qui s'arrête au feu rouge de 70 km/h à zéro. Il y a longtemps qu'on le sait, mais avoir toujours conscience de ces implantations réelles et de l'énergie qu'elles mangent. C'est la même chose pour le livre numérique. On l'imagine dématérialisé, alors qu'il a en réalité un impact plus important que le livre papier. Ne serait-ce que parce que la fabrication des tablettes et liseuses nécessite des minerais et matériaux rares. Et ça, c'est pas un problème qui est spécifique au livre. Il n'y a pas d'anathème. Une voiture électrique, il y a quoi dans sa batterie? Et cette présence là, de tous ces petits machins électroniques que tu vois partout dans l'usage quotidien, sans parler de là dans le métro, tous ces gens qui sont à regarder là des trucs, il faut qu'ils regardent. Le syndrome du poisson rouge, comme dit Bruno Patino. Bon, c'est pas l'apanage du livre. Mais donc, si tu prends le texte là dans le papier numérique, c'est quoi l'avantage de ces trucs-là? On a non, dessus c'est rien, c'est juste un plastique transparent de protection, une petite pellicule très fine qui inclut des petites microbilles. Si j'affiche, voilà, comme je lis la nuit, j'imprime blanc sur fond noir, ça m'évite la lumière et c'est beaucoup moins fatigant parce que je vous dis c'est l'usage principal que j'ai de mon Kindle. Mais quand je tourne la page, les petites billes changent dans la micro-épaisseur. Les petites billes de quelques microns viennent en surface ou repartent dans le fond. C'est-à-dire qu'une fois que la tourne de page est faite, l'appareil ne consomme plus d'énergie du tout. Mais la fabrication, la liaison réseau, les téléchargements, évidemment, ça en consomme. Dont l'extraction est coûteuse sur le plan environnemental et social, mais si tu compares par rapport là au téléphone, c'est vraiment, ça doit être quelques micronièmes. Ces objets sont victimes d'obsolescence, on en change généralement au bout de 2 ou 3 ans. Alors là, les gars, excuse-moi, mais par exemple le Kindle, il faut vraiment que tu t'assoies dessus pour qu'il casse. Et ces trucs-là, oui, au début, on a changé tous les 2 ou 3 ans parce que ça évoluait. Mais maintenant, c'est tellement stable. Comment ils arrivent à en vendre d'autres? Tu as des trucs en disant, j'ai un peu plus de mémoire. Mais là-dedans, moi, sur le truc de base, tu mets déjà 3000 bouquins. J'ai tout Montaigne, j'ai tout Balzac, j'ai tout Jules Verne, là, je relis Chateaubriand, j'ai tout Nerval. Et puis, évidemment, tu as aussi des polars, tu as aussi des trucs. Tu as aussi, t'installes là, de ce que te passent les copains. Tiens, j'ai numérisé tous mes... Et fastoche, c'est-à-dire le Kindle est vendu avec une adresse mail et tu envoies ton EPUB directement, ton fichier ou même ton fichier Word et tout ça, tu l'envoies à l'adresse mail, machin truc, FB, et tu l'as dans le catalogue. Tout ça, c'est ultra simplifié. Alors, t'en as qui ont des améliorations sur la prise de notes, des améliorations sur l'éclairage interne. Mais bon, globalement, maintenant, c'est quasiment indestructible, ces machins-là. Donc là, attention, les gars. En tout cas, on en change beaucoup moins que les téléphones, qui évoluent beaucoup plus avec les caméras, etc., etc. Ces objets sont victimes d'obsolescence. Fabriquer une liseuse émet 2690 kg de CO2, soit 100 fois plus qu'un livre papier. Bah ouais, mais si tu as 3000 livres à l'intérieur. Pour qu'une liseuse commence à être plus vertueuse que le livre papier en termes de bilan carbone, il faut que son utilisateur, alors là par contre ils sont un peu déconnants, il faut que son utilisateur lise au minimum 40 livres par an. Tu te rends compte, quelqu'un qui lit 40 livres par an? Oh, qui ira 40 livres, ça te fait les 15 jours, quoi. C'est pas la question de la lecture linéaire, c'est la question du travail, de l'utilisation, de la bibliothèque, de la reconvocation de la bibliothèque, de la relecture. Et l'impact de la liseuse sur les ressources est quant à lui seulement amorti à partir de 210 livres lus. Où est le problème, les mecs? Effectivement, moi, la question principale, c'est... Je vois bien, en plus je lis aussi bien en anglais qu'en français. Est-ce que je télécharge en Kindle ou plutôt en papier? C'est-à-dire que les éditeurs maintiennent un prix de diffusion numérique qui est en général juste au-dessus du poche.
C'est-à-dire, ça coûte plus cher de télécharger là comme ça que d'acheter la version poche. Et quand c'est un livre neuf vendu 18 ou 20 balles, quand ils te le proposent à 14 ou 15 balles. En plus, j'espère que les auteurs ils signent pas les papiers là où ils te donnent que c'est avec les mêmes droits d'auteur que sur le livre imprimé. Quand tu leur dis, ils ferment leur clapet et ils te les remontent les droits. Mais c'est ça le problème dominant qui limite la lecture numérique. Ce qui est étrange, c'est que Montaigne, je l'ai ici, Balzac, je l'ai là, Nerval, je l'ai là-haut. Etc. Donc, mon Proust, je vais relire, j'ai envie de lire Proust, je vais le relire plus facilement. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque matérielle papier et j'ai une bibliothèque d'usage qui est incluse dans la machine. Mais combien il y a de gens parmi nous tous pour qui, justement, les livres sur 3 ans, 200 livres, franchement, c'est pas grand-chose. Alors ouais, disons-le, toi tu lis un livre tous les trimestres, bon écoute, une petite étagère te suffira, va pas t'embêter avec un Kindle. La réalité chez les tout petits, bon alors là, je suis d'accord avec eux, la lecture est également une expérience, les livres papier. J'ai l'impression que c'est pas bien de mélanger les. Certainement pour les tout petits, l'éducation à l'écran, qu'est-ce qu'elle est importante qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu laisses, combien de temps, etc. Je suis bien placé pour le savoir. Ça, c'est la vie privée, c'est pas. Mais par contre, pour ce qui est de nous, la lecture travail, la lecture comme jeu intellectuel permanent, les questions de remémoration, les questions, par exemple, comment la question de la recherche par occurrence, tous ces trucs-là, c'est ça, les questions numériques. C'est pas ça. Alors, je vais m'arrêter là. Juste, on va finir sur l'heure 8. Il y en a 12, vous regarderez. L'auto-édition est-elle la solution? S'auto-éditer signifie reprendre en main une partie ou tout l'écosystème du livre. Et c'est des problèmes aussi de terminologie. Est-ce que je m'auto-édite? Certainement, puisque si tu prends Tiers Livre Éditeur, tu as les livres de François Bon. Simplement, c'est une micro-URL. Tiens, là, je paye, c'est au 15 décembre l'échéance, la contribution forfaitaire pour les entreprises réseau. J'utilise quoi comme surface au sol? Ma table, mon Mac, ma chaise. Contribution forfaitaire, c'est là 526 balles. Je paye. Donc on est traité comme structure. Donc en tant que structure, un musicien qui fait son label, wow, tout le monde respecte. Un auteur qui crée son label, il s'auto-publie. Ça, par exemple, les aides régionales. Bon, ça fait 10 ans qu'ils me boycottent et des fois j'en ai un peu la claque. Mais c'est pas grave. Je joue pas au niveau régional. Mais dans leur truc pour l'accès aux accompagnements, aux bourses, etc., il y a que les titres de l'auteur dans le label qu'il a créé, quel que soit le statut juridique, moi c'est EURL, c'est à condition que le catalogue des livres de l'auteur représente moins de 60% du catalogue. Donc, moi, typiquement, j'y rentre pas là-dedans. Alors moi, ce que j'aime dans leur truc, c'est que maintenant, oui, il y a une banalisation du fait que les auteurs prennent en main. Mais quoi? Oui, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit bien fait. Travaille la mise en page, travaille la typo, apprends à te servir de ton logiciel. Et il y a du boulot. Nous, on le fait collectivement avec mon Patreon. Il y a des tutos et tous ces trucs-là. À partir de ce moment-là, est-ce qu'un livre diffusé en librairie et un livre là que je sais faire avec mes petits outils personnels en auto-édition, est-ce qu'il y a une différence dans la qualité du papier, dans la qualité des couves? Non, on est sur les mêmes standards. C'est simplement le boulot que toi, tu y mets qui est possiblement différent. Est-ce que tous les copains, tu regardes, tiens, je vais acheter... Non, c'est plus disponible. Mais merde, combien d'auteurs abandonnent leur livre parce que leur éditeur initial l'a abandonné? Mais non,
Il suffit d'un message, tu reprends les droits. Ah, je sais pas faire. Bah, attends, moi je te trouve des étudiants qui te le font pour 3 sous, et puis ils seront contents, et puis toi aussi. Mais, tu connais des musiciens qui ne savent pas se servir d'un magnétophone? Hein, dis, dans tes copains. Ben, un auteur qui ne sait pas faire de la mise en page. Là, il y a quelque chose. Et là, tu découvres que, regardez le dessin là, de Claire Schwartz, auto-édité, ben oui, maintenant, quand dans une plaquette comme ça, l'auto-édition prend droit de reconnaissance, droit de cité, C-I-T-E. On peut même intégrer des ex-libris dédicacés sur les préventes. Il y a plein de trucs à inventer. Les dédicaces au salon du livre. Non, bah simplement, tu me commandes le livre à moi. Tu me dis, là, dans la commande, j'aimerais bien dédicacer à mon papa qui aime les Rolling Stones, votre livre sur Keith Richards. Eh ben, ok, j'ai eu le cas hier. On peut même aller plus loin. Tu veux offrir le livre là que tu m'achètes? Est-ce que ça t'intéresse, là? Une petite vidéo de 3 minutes. Pour vous, monsieur, de la part de... Et puis je vous enligne 3 lignes. Bon là là, tu te rends compte le temps que ça met 10 minutes à faire. Moi je suis content, j'ai vendu un livre. J'ai vendu un livre avec un partage directement, auteur-lecteur. Il sait à qui s'adresser pour qu'on discute ensuite. C'est marrant parce que tout d'un coup il semble fasciné par ça, parce que les éditeuristes ont alors tout à y gagner, les auteuristes. Je suis pas, moi j'utilise aussi toujours l'inclusif dès lors qu'il s'agit de messages, par exemple d'emails collectifs, etc. Je suis très strict sur ces questions-là, mais dès qu'il s'agit d'écriture destinée à la publication, j'essaye de faire en sorte qu'on utilise d'autres niveaux de syntaxe, de sujet, de rapport au verbe et tout ça. Et là, il y a un espace d'invention, mais je ne leur en veux pas, on garde ça. Ont tout à y gagner. Les auteurs gèrent directement leur stock, achetés sans possibilité de retour, sont toujours en mesure de fournir les salons sur lesquels ils se déplacent. C'est-à-dire, tu arrives avec ton petit sac et ton carton, moi ça je le fais pas. Ok, t'es content, à la limite, cherche-moi sur le web, t'inquiète pas, tu trouveras. Ah, tu veux ce bouquin là? Eh ben, achète-le toi, quand tu seras de retour chez soi. Au retour, je me vois pas là. Tu sais, maintenant, on te vend même là, des petits trucs, là, lecteur de carte bleue, là. Non, moi, c'est pas mon truc. L'auto-édition n'a pas toutes les vertus et sans habitude. Cependant, il semble utile de se poser la question de ce que l'on souhaite faire en écrivant des livres. Est-ce qu'on souhaite faire, ou est-ce qu'on est dans la nécessité de le faire? L'auto-édition permet surtout de remettre en question l'écosystème du livre, encore néfaste humainement et écologiquement. Mais rien que pour ça, les gars, bravo pour votre petite plaquette, au moins ça laisse énorme à penser. Il y a beaucoup de choses encore, j'ai été déjà trop long, et surtout, c'est pas la question c'est télécharger leur petite plaquette, lisez-la tranquillo. Merci la charte, les 6 personnes qui se sont collées au mastic, de savoir faire un petit peu réfléchir à ces questions-là. Ciao.